C'est un livre que vous pouvez vous procurer aux éditions La Presse de M. Jean-Pierre Rogel, journaliste scientifique. Vous avez pu l'apercevoir pendant de nombreuses années, voilà, à Découverte à Radio-Canada. Et La planète du héron bleu, 30 ans pour sauver la biodiversité, est magnifiquement bien écrit. Son sujet est tellement bien pertinent. On va tout de suite lui en parler. Bonjour, M. Rogel. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir écrit ce livre-là, La planète du héron bleu, donc 30 ans pour sauver la biodiversité? Je trouvais que la biodiversité, on en parle beaucoup, mais dans le fond, c'est un peu flou dans la tête des gens. On ne sait pas de quoi on parle. Et même dans la perspective en ce moment, on est en train de perdre contact avec la nature. Donc moi, je me dis, il faut connaître ce dont il s'agit. Il faut apprendre à nouveau à comprendre la nature. On va commencer par expliquer comment la nature fonctionne. Et à travers ça, on va voir qu'est-ce que c'est que la biodiversité, quelle est la crise de la biodiversité et si on est capable de passer par-dessus cette crise. Et c'est assez, je vais dire, ironique, je vais le dire comme ça, parce que les gens ont beaucoup renoué avec la nature durant les derniers mois. Se sont achetés des lopins de terre, ont retourné, pour certains, vivre en région, se sont achetés des résidences secondaires. Donc, il y a quand même ce désir de renouer, de profiter de la nature. Et est-ce qu'à quelque part, pour se faire dire depuis de nombreuses années que la Terre est sur le point de surchauffer, il y a plusieurs espèces qui sont en voie de disparition, voire qui sont disparues, est-ce que ça va si mal que ça? Ça va relativement mal. En fait, la Terre a toujours abrité de très nombreuses espèces. On parle sur une période de plusieurs centaines de millions d'années, il y a déjà eu des crises de biodiversité. La biodiversité, pour faire simple, on va dire que c'est l'ensemble de toutes les espèces qui vivent avec nous sur la planète. Et il y a eu des crises, on appelle ça des crises massives même, où 80% de toutes les espèces disparaissaient, mais la crise se terminait au bout de quelques millions d'années, puis on remontait, il y avait des niveaux importants à nouveau. Or, la crise dans laquelle on est maintenant, et qui est très récente, qui date peut-être de 10 000 ans, mais qui s'est accentuée depuis 2 siècles, elle est assez profonde. On perd très rapidement de très nombreuses espèces de tous les grands groupes, aussi bien les arbres, les animaux, les insectes et tout ça, et ça va très vite. Et c'est l'action de l'homme qui fait ça. C'est parce qu'on a accaparé les habitats des espèces, on a détruit cette planète. Alors il faut se réconcilier avec la Terre, avec la planète, et se mettre à protéger ces espèces. Et ce que je dis, c'est que, bon, on connaît les espèces emblématiques, on va tous protéger les lions, les dauphins, les espèces qu'on aime bien, qui sont agréables à l'œil, mais ça suffira pas. Il faut protéger de grands espaces pour leur laisser de quoi vivre, et puis il faut qu'on vive dans ces espaces-là, nous aussi. Donc, il faut se réconcilier avec la vie animale, avec la vie végétale, et essayer de trouver de nouvelles façons de cohabiter sur la Terre. Donc, et l'humain le sait depuis déjà quand même longtemps. Donc, jusqu'à présent, l'humain a échoué finalement, si on peut dire. L'humain n'a pas bien réussi, il a échoué dans sa protection de la planète. On a des espaces protégés qui sont assez nombreux. Évidemment, on pense aux parcs nationaux, etc. Et ce sont ce qu'on appelle les aires protégées. Il peut y avoir aussi des marais, des lacs, etc., des rivières aussi. Mais ça n'est pas interconnecté et souvent, ce sont des petits fragments. Alors, il faut travailler sur de l'interconnexion puis des grands fragments, des grands parcs. Et il faut cesser d'accaparer toutes les terres alentours. Il faut que ça s'arrête. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas continuer à faire de l'agriculture, il ne faut pas continuer à faire de la foresterie ou de la villégiature. Il faut bien qu'on habite quelque part, mais nous devons être très conscients de la fragilité de ces écosystèmes. Alors, dans les écosystèmes, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des règles de fonctionnement. Les espèces n'arrivent pas au hasard quelque part. Elles trouvent une niche écologique, elles vivent avec d'autres espèces alentour, et c'est ce tissu vivant des écosystèmes qu'il faut préserver. Et d'ailleurs, un sujet qui est revenu beaucoup dans les conversations ces dernières années, dans l'agriculture, parce qu'évidemment, on laisse une empreinte humaine indélébile dans notre façon de consommer, que ce soit
pour donc les produits, les légumes et autres, ou même quand on nourrit du bétail, par exemple. Et les j'ai de la misère à le dire, le néonicotinoïde, j'espère bien l'avoir dit, toujours un mot très, très fastidieux, mais les gens savent de quoi il est question. Donc, les pesticides également, juste ces sujets-là qui reviennent, c'est dévastateur, entre autres, pour l'écosystème, notamment le système de pollinisation de nos abeilles. Oui, alors, j'avais écrit un livre précédemment, justement, sur la crise des abeilles, sur les néonicotinoïdes. La crise de l'agriculture, c'est celle de l'agriculture intensive, de l'agriculture industrielle, avec beaucoup d'intrants, avec beaucoup d'utilisation de pesticides et tout ça. Il faut faire une transition pour une agriculture qui soit plus naturelle, qui respecte plus les champs, les espèces qui vivent et tout ça, et qui n'utilisent plus ces produits chimiques qui sont dévastateurs. Et cette transition, elle se fait, elle est possible. L'agriculture biologique est déjà très, très forte, et produire des fruits et des légumes qui soient exempts de pesticides nocifs pour la santé, ça peut se faire. Donc, le livre s'inscrit aussi dans cette démarche-là, mais couvre beaucoup plus ce qu'on appelle les animaux, animaux sauvages, les forêts, les grandes forêts. Ici, au Québec, on a une chance extraordinaire d'avoir des forêts, des lacs, dont certaines sont très anciennes et certaines même n'ont pas été bouleversées par l'homme. Exact, des lacs également, des rivières. Et il nous reste peu de temps, mais je veux quand même, dans le titre, vous avez 30 ans pour sauver la biodiversité. Concrètement, quelles sont les solutions pour sauver la biodiversité, pour sauver la Terre? On a 30 ans là, à partir de maintenant, selon vos observations également? C'est pas... Bon, 30 ans, c'est un calendrier plausible et possible dont on parle au niveau international. Au niveau de la Convention sur la biodiversité, il y a des objectifs. On avait des objectifs pour 2020 qui étaient de protéger 15 % de la surface terrestre de la planète, 17 %. Et on est arrivé à 15 %. Donc, c'est pas si mal. Il faut continuer. Alors, il faut avoir des grandes aires protégées où on laisse la vie aller s'établir. Et il faut, dans les sections qui ne sont pas les aires protégées, faire un développement qui est durable, où on laisse cohabiter des espèces végétales, animales et nous-mêmes. Donc, actuellement, étant donné qu'on a une crise, ça va nous prendre au moins 10 ans pour rattraper cette érosion. Et ensuite repartir. Alors, les scénarios les plus optimistes, et moi je fais part d'un scénario quand même relativement optimiste, mais on peut le faire, c'est au bout de 10 ans, on rattrape le retard. Et 20 ans plus tard, on reconstruit un niveau de biodiversité, un niveau de fonctionnement des écosystèmes qui est intéressant, qui est viable. Pour nos générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants, effectivement. C'est un grand plaisir de vous avoir parlé. C'est très bien écrit, très bien vulgarisé scientifiquement. Bien sûr, vous êtes un journaliste scientifique à la base, Monsieur Jean-Pierre Rogel. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Œuvre nécessaire, donc La planète du héron bleu, 30 ans pour sauver la biodiversité. Merci d'être passé à notre émission. Je vous remercie.